Peggy Rocchini, bienvenue à l'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent. Cette semaine, nous continuons notre voyage dans le patrimoine archéologique. Pour commencer, Johan Pépin nous explique pourquoi il est important de poursuivre des recherches archéologiques et de faire connaître ce patrimoine auprès du grand public. L'archéologie, à quoi ça sert? L'archéologie, c'est très politique. Okay? L'archéologie, ça va rendre réelle votre histoire. Ça veut dire que votre histoire que vous vous faites conter durant toute votre jeunesse, à l'école, dans les livres. L'archéologie, vous allez pouvoir non seulement la voir, mais la toucher et dire « Ah oui, c'était vrai ». L'archéologie, ça va chercher vraiment la réalité. Ça peut créer un sentiment d'appartenance. Les gens, quand ils savent qui il y avait avant, dans une localité, dans un milieu, ils sont beaucoup plus... ils font attention à leur milieu. Beaucoup plus. Ça sert à vérifier aussi les informations historiques. Par exemple, Champlain, il a commandé du bois puis de la roche pour construire le Fort Saint-Louis à Québec. Hein? Quand ils l'ont fouillé, ils se sont rendus compte que les murs étaient pas mal plus minces que Champlain avait dit qu'il avait fait. Il y a des matériaux qui ont passé dans le marché noir. Collusion. Collusion, les petites enveloppes. Ben, c'est ça. L'archéologie, ça donne un autre point de vue aussi. Un point de vue plus humain. Hein? Puis, comme je vous disais tantôt, l'archéologie, ça sert à avoir aussi une vision à long terme de l'environnement. Nous, on peut dire avec certitude quel a été l'impact des choix des êtres humains dans le passé. Donc, on sait que les Romains ont coupé beaucoup d'arbres. On sait que les Romains, un moment donné, ils ne pouvaient plus faire du charbon. Donc, l'énergie a commencé à coûter très cher. Il fallait qu'ils aillent chercher très loin leurs arbres. Les gens crevaient de froid. Ça a fait de la tension sociale. C'est un des facteurs qui a amené à la chute de l'Empire romain. Bon, nous autres, on le sait. Hein? On le dit. Fait que moi, je peux vous dire, si vous coupez tous les arbres, ça va aller mal. Je peux vous le dire, c'est prouvé archéologiquement. Fait que les archéologues, eux autres, ils peuvent vous dire facilement, ça va être quoi l'impact que vous prenez aujourd'hui, les choix que vous prenez aujourd'hui, ça va être quoi l'impact dans 100, dans 1000 ans? Parce que nous, on va regarder en arrière, voir si ça s'est déjà fait. Puis on va voir ça a été quoi l'impact. Fait que ça sert aussi à ça, l'archéologie. Plus concrètement, qu'est-ce que ça l'apporte? Bon, ça l'apporte une attraction médiatique. On fouille un site, on trouve quelque chose, les journalistes sont là le lendemain. C'est sûr, c'est sûr. Bon. Il faut trouver des choses. Des fois, on fouille 3-4 mois sans rien trouver. Mais quand on trouve, c'est très attractif pour les médias. Ça fonctionne. Ça crée aussi un grand marché touristique. Puis ça fonctionne. Que ce soit des Français qui viennent ici en vacances, que ce soit des... écoutez, ils aiment notre histoire, ils aiment ça, les Amérindiens. Ils veulent voir c'est quoi les Amérindiens. Même les gens aussi de la place, quand ils savent qu'il y a de l'archéologie qui se fait, ici, les gens, ils peuvent voir des archéologues au travail sur le terrain, ils trippent. Des fois, ils passent une demi-heure, 1 heure à jaser avec nos archéologues. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi c'est là? Pourquoi vous creusez là? Est-ce que c'est creux? Est-ce que... C'est toutes des choses, puis ça démystifie un petit peu la discipline. Les gens, ils trippent, l'archéo, ils aiment ça. Quand on prend le temps de leur jaser, ils aiment encore plus ça. Fait que c'est winner. En plus, c'est des outils de diffusion, c'est des outils pour les écoles. C'est très difficile pour un professeur d'enseigner la préhistoire. Quand vous avez du matériel à montrer, hein, des photos, des places, des contextes que les enfants peuvent toucher, écoutez, vos enfants au primaire, vous leur expliquez ça une fois, puis ils comprennent. Fait que l'archéologie, c'est un outil aussi qu'il faut s'en servir. Hein. En Grande-Bretagne, là, en Angleterre, le British Museum, c'est gratuit. C'est le gouvernement qui finance ça. Fait que tous les enfants connaissent leur histoire. C'est gratuit. Ça rassemble aussi vous. Puis ça, je pense que c'est la plus grande utilité de l'archéologie. Ça rassemble des gens passionnés. Pas juste des professionnels. Ça rassemble des gens qui aiment ça, l'archéologie, qui aiment l'histoire, qui aiment le patrimoine. Puis cette communauté-là, ben, elle vaut de l'or. Parce que c'est toutes sortes d'expertises. Hein? Puis on peut toutes vous utiliser. Puis c'est des informations qui, écoutez, ça n'a pas de prix. Aux États-Unis, beaucoup d'archéologues sont amateurs. Puis certains travaillent mieux même que beaucoup d'archéologues ici qui ont été formés, parce que ces gens-là lisent.
Ces gens-là s'intéressent à ça, puis c'est ça qu'on veut. Si la population en général ne s'intéresse pas à l'archéologie, le métier n'a aucune raison d'être. Hein, on s'entend? Parce que c'est pas pour les morts qu'on travaille, c'est pour les gens qui sont en vie, les gens qui s'intéressent à ça. Fait que c'est à ça que ça sert à l'archéologie. Les fouilles et les découvertes archéologiques suscitent toujours un grand intérêt auprès des médias et du grand public. Ces découvertes participent au développement des connaissances sur notre histoire et notre patrimoine. Elles constituent aussi une attraction touristique. Il n'en demeure pas moins que la gestion d'un site patrimonial archéologique comporte de nombreux défis et enjeux. Caroline Nantel nous en parle en regard de la nouvelle loi sur le patrimoine culturel du Québec. On a cinq priorités de développement qu'on retient. L'augmentation des ressources et la diversification des ressources financières pour nous permettre de continuer à répondre à notre mission. La mise à niveau des installations, mais ça, on ne se le cachera pas, et des infrastructures, ne serait-ce que pour le collectionnement ou ne serait-ce que pour préserver les collections, parce qu'il y a des collections ici qu'on doit envoyer à l'extérieur. On peut pas conserver dans le site actuel de Pointe-du-Buisson, dans les installations de Pointe-du-Buisson, on ne peut pas conserver de bois, on ne peut pas conserver de matériaux organiques, les cuirs. On peut même pas non plus conserver de métaux parce qu'on a une humidité qui... Est-ce que c'est humide ici? On a donc une humidité ambiante, l'air ambiant n'est pas régulé, le bâtiment respire par tous ses orifices, donc pour certaines parties de collection, on ne peut pas les retenir ici. Par contre, pour le lithique, la céramique, certains objets en os, ça va, il n'y a pas de problème, ça suit son cours. Donc, la mise à niveau des installations pour nous permettre d'aller plus loin, entre autres dans la partie comme iconographique et ethnographique de la vie de Pointe-du-Buisson après les Amérindiens, après la préhistoire. De positionner le musée, parce que c'est le défi, c'est les enjeux, c'est un enjeu qui appartient à toutes les institutions muséales, celui du positionnement, d'être à la bonne place au bon moment avec les bons acteurs pour développer des projets concertés qui ont une grande portée. Mais le défi, puis avec l'autoroute 30 aussi, c'est ce qui nous permet de développer des projets concertés. Le défi, c'est de nous mettre en liaison, parce que quand on part de plus loin au Québec et qu'on fait sa navette dans le Suroît, bien, on s'organise pour maximiser ses déplacements et si on a un intérêt pour la chose patrimoniale ou la chose archéologique, la vallée du Haut-Saint-Laurent a vraiment cette caractéristique-là. Donc, le positionnement pour développer des projets qui, tout seuls, nous coûtent très cher et ont une portée vraiment limitée, en groupe, nous permet de rayonner, nous permet de nous enrichir de nos pratiques et nous permet d'être vraiment très attractifs. En fait, on le pense, puis on le fait déjà à petite échelle, mais c'est vraiment un objectif qu'on se donne. En fait, c'est pas juste un objectif à atteindre, c'est une façon de faire qu'on veut développer. L'autoroute 30, c'est pas la panacée, c'est pas la réponse à tout, mais ça facilite le développement, ça c'est certain. On n'a pas l'impression qu'on va au bout du monde, mais qu'on passe par une nouvelle région. Ça nous rapproche des grands centres, ça nous rapproche de partout, puis je confirme, ça nous rapproche effectivement. C'est bien moins laborieux, long, c'est moins un périple, c'est facile d'accès, mais en même temps, je parlais des nouvelles familles qui allaient venir s'installer, on a des nouvelles entreprises qui viennent s'installer, on investit dans les infrastructures routières, on investit dans les panneaux, on investit dans des nouvelles usines. Il ne faut pas laisser tomber la culture. Il ne faut pas laisser tomber non plus, je vais dire, la force touristique des éléments culturels qu'on a ici. Ils sont uniques. Puis là, je me gargarise pas, ils sont uniques. Alors, on a tout à gagner. Mais continuer le développement de nos services en général, les continuums de recherche, les capsules d'animation pour pouvoir actualiser toujours nos informations, ce qu'on donne aux gens, ce qu'on partage aux gens. Puis un peu comme on fait aujourd'hui dans la pratique du musée, c'est ce qu'on fait. Les visiteurs viennent, ils ont des a priori, ils ont des questionnements, ils ont des intérêts. Des fois, ils connaissent des choses qu'on ne connaît pas, plein de fois. Donc, c'est vraiment une situation d'échange à chaque fois avec les groupes qui viennent nous visiter. Et le dernier, mais non le moindre, c'est la conservation et la préservation du site. Donc, la première étape a été de présenter le plan d'action adopté par notre CA aux membres du conseil de ville. Super content du travail qu'on a fait. Il y a un intérêt super présent. Aussi pour la conservation du site. Ils ont une motivation, mais
C'est certain que la réalité financière nous ramène à, ouais, bien avant de développer des nouvelles affaires, ça serait le fun qu'on consolide ce qu'on a déjà. Sauf qu'en force de parler avec mes collègues des autres institutions, le consolider ce qu'on a déjà, c'est l'affaire de toujours, parce que rien n'est acquis. C'est pas un produit volatile, le produit culturel, mais c'est pulsatile, en tout cas. C'est ça, j'ai bien compris qu'on ne fait pas une usine de boulons, on ne produit pas du lait. Donc, c'est pas une denrée qu'on consomme au quotidien. Venir dans un musée, on vient une fois, puis on fait comme « Ah, je ne retournerai pas, je suis déjà allée ». Puis souvent, les gens, quand ils viennent ici, je vais parler du musée Pointe-du-Buisson, ils viennent ici passer un grand bout de temps. Fait que c'est sûr qu'ils ne vont pas revenir la semaine d'après, sauf si on leur dit, bon, on a des activités autres. Elle a un coût en ressources humaines quand on n'a pas les ressources financières pour pouvoir avoir la capacité de se réinventer toujours. Mais ceci étant dit, l'intérêt était là, mais la priorité était, assure-toi, avant de développer quelque chose de nouveau, que le quotidien fonctionne bien. Oui, mais en même temps, si on veut intéresser les gens au quotidien, c'est le fun d'avoir quelque chose d'autre aussi. Et pour moi, la conservation et la préservation étaient une belle entrée en matière pour ça. C'est sûr que cet argent-là, qu'on n'a pas puis qu'on devrait avoir, puis je dis pas nous plus que les autres organisations, c'est vraiment une réalité qui est transversale à tout ce qui est au BNL, tout ce qui est culturel, tout ce qui est... En fait, à part la grosse économie, puis même l'économie lourde, donc l'argent, on s'entend que je vais arrêter de me plaindre, mais ça me tient réveillée pas mal. Mais pour pouvoir parler de préservation et de conservation, il fallait d'abord valider le schéma d'aménagement de notre... Nous, on est zoné quoi ici? T'sais, ma première question à l'urbaniste de la ville, c'était « On est zoné comment ici? » Zone récréo-touristique intensive. Ah, OK. Ah, mais ça, c'est bon, ça. Il dit, tu peux faire plein d'activités sur ton site. Oui, c'est vrai. On pourrait même mettre pas de marina parce qu'on n'a pas la place pour ça, mais on pourrait faire un beau parc. C'est sûr qu'un parc avec des jeux, c'est le fun, c'est attractif, mais en même temps, ça teuse un site archéologique. Vous allez voir ici, on a des sentiers. Ils sont magnifiquement balisés. On a de l'herbe à puce en masse, en masse, en masse. Il faut rester dans les sentiers. Donc, le site se protège naturellement. Mais faire un parc, on n'est pas sûr que pour la portée archéologique du site, c'est ce que ça nous prend. Oui? Le site a une superficie de... 21 hectares. Le site du parc. Et sur ce site-là, il y a plusieurs occupations archéologiques diverses. Puis je m'arrête ici parce que Johan va vous les présenter. Puis quand vous allez vous promener, on va vous dire aussi ce qui se passe sur le site. On va vous amener à l'imaginer avec la visite guidée qu'on va faire avec vous tantôt. Connaissez-vous la famille Ellis? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Non. La famille Ellis, là, écoutez, c'était eux les seigneurs de Beauharnois. Donc, il y avait une petite maison ici qui venait l'été, qui venait pêcher, qui venait s'amuser. On connaît les patriotes, hein? Ils sont venus ici. Ils ont enlevé la famille Ellis. Ils ont pogné Jane, ils ont pogné sa sœur, ils l'ont mis dans la carriole, ils l'ont amené au sanctuaire, puis ils l'ont séquestré. Il n'y a rien arrivé de grave, personne n'est mort, personne n'a été violenté. Sauf que Jane et sa famille sont pas revenus. On a retrouvé les fondations du manoir, de la maison de pêche, mais très peu d'artefacts. C'est intéressant, parce que ces artefacts-là, on en a trouvé quelques-uns. Mais ça pourrait nous permettre de dire un petit peu c'était quoi leur statut à cette famille-là, c'est quoi leur relation ici, puis comparé en Bretagne. Est-ce qu'ils faisaient des échanges? Y avait-tu beaucoup de liens? Puis, plus intéressant, on a trouvé une tralée une espèce de dépotoir au bout de la pointe. Un dépotoir qui rassemble des artefacts des années 1950, hein, la période du camping. Les gens dompaient leurs bouteilles de bière là. Mais on a trouvé quelques artefacts qui sont peut-être plus vieux, les années 1800. Fait que ça va être intéressant de voir est-ce que la famille Ellis, eux autres aussi dompaient leur cochonnerie au bout de la pointe. Ce serait notre rêve. Moi, ce serait un de mes rêves de découvrir le dépotoir de la famille Ellis, prendre leur matériel, faire une exposition avec ça, regarder, voici ce qui appartenait aux seigneurs de Beauharnois, il y a 200 ans. Malheureusement, ils ont fait un bon ménage quand ils sont partis. Il ne reste plus beaucoup de matériel. Fait qu'il y avait un site ici qui a été fouillé en partie. Puis, bon, on a reconstitué un petit peu des fouilles. Fait que les jeunes, ils peuvent venir fouiller comme un vrai puits de fouilles. Ils ont chacun leur cadran. Puis, la différence avec des vraies fouilles, ils trouvent des affaires. Fait que les jeunes, ils s'amusent ici, c'est trippant. Après ça, une fois qu'ils ont tout trouvé,
Ils viennent ici, qui est un espèce de laboratoire, puis là, ils peuvent comprendre qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Il y a un petit carnet de bord qu'ils doivent remplir. Puis, bon, est-ce que c'est des objets pour chasser? Est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Puis là, les jeunes, ils découvrent un petit peu comment on fait de l'archéologie. Restez avec nous. Après la pause, Caroline Nantel nous explique comment elle a dû s'impliquer pour sensibiliser les élus. Quand j'ai rencontré Edith, on parlait de la modification apportée à la loi sur le patrimoine culturel. Et dans cette même rencontre-là, on nous disait, on nous proposait, vous devriez investir, si ce n'est pas déjà fait, les comités consultatifs d'urbanisme de vos villes. Puis si vous n'en avez pas, vous devriez travailler avec vos citoyens à mettre en place un comité consultatif ou un comité de référence sur la loi. Fait que moi, ça, je suis capable de faire ça vite. Fait que passe un coup de fil, ah ouais, il faut que tu rencontres le DG de la ville pour ça, pas de problème. Rencontre le DG de la ville, explique pourquoi je veux participer ou je veux que le musée soit représenté au CCI. Alors l'objectif, c'était justement d'aviser sur les travaux, sur le développement de certains quartiers, d'aviser sur les changements qu'on allait apporter, tant au niveau du patrimoine architectural que, en fait, jouer pleinement notre rôle de consultant en matière d'archéologie, particulièrement d'archéologie, parce que c'est notre mandat ici. C'est sûr que tout le monde était super content de me voir là. Et c'est là, quand on parle d'archéologie, par exemple, qu'on a beaucoup de sensibilisation à faire en tant que passionné ou en tant qu'intervenant. L'archéologie, là, c'est vraiment intéressant, mais ça coûte cher. Ça coûte cher parce que si jamais je trouve quelque chose, il faut que j'arrête les travaux. Ça fait boule de neige, les coûts, il y a une escalade de coûts et il y a surtout une incompréhension de la chose parce que je dis, si c'est déjà prévu au plan de travail, on a déjà prévu des coûts pour ça, puis tant mieux si on n'a pas à faire de sauvetage archéologique, tant mieux s'il n'y a pas de vestiges, tant mieux s'il n'y a pas de fouilles à faire, tant mieux ça retournera dans la cagnotte, mais tout à coup, il y a des travaux, puis il va falloir qu'on arrête. Il y a des travaux archéologiques, il y a des vestiges archéologiques qu'on trouve, puis il va falloir qu'on arrête. Ça serait la catastrophe. Bien, j'ai pris comme exemple le musée. On est dans cette même situation-là. Le musée appartient à la ville. Et quand je suis arrivée, il y avait un mandat d'agrandissement qui était dans l'air. Puis effectivement, ça serait le fun de pouvoir développer, agrandir un petit peu. Parce que là, on agrandit par en dedans au maximum. Vous voyez, on a des bureaux cachés derrière parce qu'on a vraiment agrandi par en dedans. Mais l'objectif, c'est d'agrandir un peu, d'avoir une salle régionale. Ça pourrait être intéressant. Mais pour faire ça, ça veut dire construire. On a-tu un inventaire, quelque part, qui, du pourtour du musée, du pourtour du bâtiment, qui a été répertorié? Est-ce qu'on a fait des sondages, pas de sécurité, mais des sondages de prévision autour du musée? Et ça n'avait pas été fait. Donc, cette année, ce qu'on a fait, on s'est dit, on va briller par l'exemple. Dans notre permis, dans notre demande de permis, parce qu'on doit demander, je ne sais pas si vous êtes familier, mais à chaque fois qu'on doit faire une fouille archéologique, on doit demander un permis. Et pour demander un permis, ça prend un archéologue qui rencontre divers paramètres pour pouvoir déposer ce permis-là. Donc, ce n'est pas une institution qui demande le permis, c'est l'archéologue, c'est le chercheur responsable. Et pour obtenir un permis de la part du ministère de la Culture et des Communications, département d'archéologie et du patrimoine, il faut s'assurer que la fouille répond aux exigences de la recherche et aussi livrer un rapport dans l'année suivant l'excavation et la fouille. Nous, on le demande à chaque année pour nos fouilles ouvertes au public. À tous les mois d'août, on a une aire de fouille qui est ouverte au public. On fait de la vraie recherche, je vous l'ai dit tantôt. Donc, on demande un permis pour ça. Mais cette année, quand on a demandé le permis pour ouvrir Pointe-à-Jonathan, on a aussi spécifié qu'on souhaitait faire des sondages
exploratoire autour du musée pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de vestiges archéologiques sous nos pieds, puis qu'on puisse donc procéder ultérieurement, quand on aura le projet et les sous, à un projet d'agrandissement ou projet de construction. On a fait des sondages de l'autre côté du pavillon, puis sur le site que je vous ai montré, pour s'assurer que si on en a à construire dans les années à venir, 5-10 ans, il n'y aura rien de détruit. Mais même à ça, même si nous, on prêche par l'exemple, c'est pas encore, je dirais que c'est pas assimilé, parce que ça demande de revoir sa façon de faire. C'est dans le changement de pratique, moi, que je pense que la sensibilisation qu'on doit faire, c'est vraiment d'amener les gens à changer de perspective, de voir le projet archéologique d'une autre manière, de l'intérieur plutôt que comme un coût exorbitant, puis avec quelque chose qui ne donne pas grand-chose. Pour faciliter le passage à la préservation, moi, je dirais que Pointe-du-Buisson présente quelque chose. C'est un cas, je dirais, c'est un cas d'école peut-être facile parce que on a la richesse des sites archéologiques, on a aussi la richesse de la forêt, et tout ça, ça a une bonne réceptivité au niveau du tout. Ça fait écho auprès de la population puis auprès des élus. C'est très développement durable aussi. Et la loi sur le patrimoine culturel, moi, je l'ai vu comme étant pas un jalon, mais vraiment un instigateur du développement durable. On place les gens au cœur des trois sphères, les individus, la collectivité, on y ajoute l'histoire, on y ajoute le patrimoine de ces gens-là, l'environnement et aussi l'économie, parce que quand on réussit à faire un tout comme ça, je pense qu'on pourrait surfer sur un levier économique intéressant, tant au niveau du développement économique comme tel, que parce qu'on fait travailler des gens d'ici, on garde la main-d'œuvre ici, on contracte dans la localité, on attire aussi des gens qui vont venir consommer notre produit d'appel chez nous. Donc tout ça, bien intégré, c'est attractif pour les élus, ça fait aussi du sens. Misons sur ce qui fait écho. Et une fois reconnu, on a accès aussi à une diversité de financement, je vais dire ponctuel. Une reconnaissance, c'est attractif. Les gens d'ici ont une fierté. Je vous l'ai dit, le site est unique au Québec, c'est The référence en matière d'archéologie, mais on ne le voit pas. On a de la misère à faire passer, à faire reconnaître cette unicité-là, ce caractère unique-là. Une fois toutes ces étapes effectuées, on pourrait, c'est ça, accompagner nos structures de gouvernance locale, supralocale pour faire cheminer des demandes de reconnaissance. Là, c'est ce que je disais, à l'impossible nul n'est tenu. Ça ne vient pas nécessairement avec du soutien financier, sauf que ça donne une assise à notre volonté de préserver, pendant qu'il en est encore temps, notre patrimoine pour les générations futures et pour nous aussi. Parce que c'est gagnant. Cet hiver, on a reçu des gens ici pour... on faisait une projection de capsules de cinéma, la série Destin qui a déjà été passée à Historia, qui retrace des jalons d'histoire ici, entre autres de la région ici. Et c'est ces capsules-là d'ici, les capsules locales qu'on a projetées. Puis les gens sont venus assidûment tous les samedis, puis je ne vous le cacherai pas, venaient puis disaient « Oh, je me rappelle de ça, ma grand-mère. T'en rappelles-tu, je suis allée à ce camp de jour-là dire que je me suis assise sur une chaise de nazi. » Et les gens restaient et partageaient. Fait que quand on donne l'opportunité aux gens de se reconnaître dans quelque chose, ils deviennent eux-mêmes porteurs. Puis pour les institutions muséales, c'est ça qui est gagnant. Et c'est de s'assurer que les porteurs, en tout cas pour nous, je pense, si les porteurs sont locaux, c'est encore plus gagnant. Parce qu'on n'est pas tout seul à travailler, à faire connaître notre richesse patrimoniale. Elle appartient à tout le monde et tout le monde en devient un levier. Ce que je trouve difficile, c'est qu'on voit dans culture un coût et non pas une retombée, une rentabilité économique. Et pourtant, la culture est un levier économique. Mais cette rentabilité-là n'est pas spontanée. C'est que tu ne peux pas non plus priver la collectivité d'avoir accès à la culture.
Donc, de développer des projets culturels accessibles, ouverts à tous, de démocratiser la culture, c'est essentiel, mais en même temps, la retombée économique n'est pas directe, c'est une retombée sociale, c'est un investissement long terme. Puis ça, ben j'ai pas encore trouvé la façon d'écrire l'équation. Ça fait que si jamais pour prendre un cours de maths sociale, j'aimerais bien ça pouvoir écrire cette équation-là puis la présenter, pas qu'aux bailleurs de fonds, mais aussi aux gens pour les amener à participer à la vie du musée. La ville de Beauharnois est une des, et c'est les partenaires aussi qui l'ont confirmé, est une ville qui investit beaucoup dans son musée. C'est une institution à laquelle elle tient énormément. C'est un investissement qui est financier. C'est aussi un investissement en temps ressources, en machinerie, en ressources humaines de presque toutes sortes. Et c'est lourd à porter pour eux, mais en même temps, je me trouve chanceuse d'être dans ce milieu-là parce que c'est pas un acteur qui va changer son objectif ou sa priorité du jour au lendemain. C'est vraiment une ville qui est très supporteur, mais aussi qui veut beaucoup pour son institution. Donc, c'est intéressant. Mais d'avoir, si on réussissait à mettre en place un projet concerté patrimoine, autant archéologique que naturel et immatériel, parce que oral aussi, je pense qu'on pourrait là peut-être partager le fardeau financier à plus d'acteurs. C'est vraiment un partage financier qui serait plus équilibré. Puis en plus, ben, pour la région, ça serait une excellente carte de visite, une carte de visite touristique extraordinaire, pas juste pour nous, mais pour l'ensemble de la région. Puis, je finirai par une question de fille neuve, mais je pense que je vous l'ai dit. Pourquoi c'est la première chose qu'on laisse tomber quand on prévoit du développement? C'est la culture. J'espère que cette émission vous a plu. La semaine prochaine, nous terminerons la visite du Musée québécois d'archéologie Pointe-du-Buisson. Nous découvrirons notamment quelques trésors méconnus de la collection du musée. À la semaine prochaine!